Faire la fête, c'est vraiment futile. Franchement, quelle perte de temps. Enfin, faut grandir à un moment, arrêter de fuir ses responsabilités d'adulte. Il y a des choses bien plus importantes que la teuf dans la vie. Je veux dire, il y a quand même le travail, les impôts, puis il faudrait pas trop tarder non plus à se marier et faire des gosses. Puis il faut faire la vidange de la Xara aussi. Et puis il y a des sujets bien plus sérieux, hein. La santé, la politique, la religion, l'avenir du monde, les yaourts de Sarko en prison. Enfin bref, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que manger trop et danser mal jusqu'à finir par inévitablement s'égosiller sur du Larousseau à 2h du matin avec des inconnus, c'est vraiment pas une priorité civilisationnelle. Toute proportion gardée, vous avez peut-être déjà entendu des réflexions comme celle-là. Peut-être même que vous pensez vous-même que oui, bon, faire la teuf c'était bien sympa quand on avait 20 ans, mais au fond, c'est un peu une perte de temps et à un moment, faut quand même passer à autre chose. Mais alors, laissez-moi vous poser une question. Si faire la fête, c'est si futile et inutile qu'on y perd non seulement son temps, mais aussi son argent, son énergie, voire même son sommeil et sa santé, alors pourquoi toutes les sociétés humaines connues font-elles la fête? Des chasseurs-cueilleurs, en passant par les royaumes antiques, aux sociétés industrielles, des villages les plus pauvres aux métropoles les plus riches, tous les groupes d'humains sur le globe font la teuf. Et tout peut très vite devenir un prétexte pour faire la fête, même des enterrements. Alors pourquoi les êtres humains consacrent-ils autant à quelque chose qui ne servirait à rien à part s'amuser? Enfin, on peut s'amuser de plein d'autres manières. Ah oui, oui, oui. Mais pourquoi les sociétés humaines n'ont alors jamais pu se passer de faire la fête? Et si la fête était bien plus importante qu'on ne l'imagine? Pour démarrer l'été et ses festivités ensemble, on va découvrir dans cette vidéo ce que faire la fête révèle de l'humanité. Et vous allez voir qu'au final, peut-être que le véritable danger n'est pas tant de trop faire la fête, mais justement qu'on ne la fasse plus assez. Alors surtout, restez là. Selon les données de l'European Social Survey, environ 60% des Européens voient des amis, sortent, vont à des événements, organisent des repas, enfin bref, font la fête d'une manière ou d'une autre au moins une fois par semaine. Et oui, entre les apéros, les after-work, les anniversaires, les bouffes, les réunions familiales, réveillons, festivals, fêtes de village ou fêtes nationales, en réalité, on participe en moyenne à plusieurs dizaines d'événements festifs chaque année. Et encore, on vit à une époque où on a rarement été aussi seul avec, entre autres, Internet, Netflix, les jeux vidéo, les réseaux sociaux et tous les divertissements individuels qu'on a à notre disposition qui font qu'on peut même avoir un ami imaginaire doté d'une intelligence artificielle si on veut et littéralement ne plus jamais calculer personne de notre vie. Vous êtes amoureux de vos fleurs quoi? Non, même pas, je m'en fous. Même pas? Et pourtant, malgré ça, on continue obstinément de passer une part considérable de notre vie à organiser ou à participer des événements qui, du coup, en apparence, ne serviraient à rien. Et ça, c'est super intéressant, car lorsqu'un comportement se retrouve dans pratiquement toutes les sociétés humaines connues, quelles que soient les cultures et sur tous les continents, à toutes les époques et tout, et ben en fait on peut appeler ça un fait social. Personne n'a inventé la fête, et pourtant, on la fait tous. La religion ou l'économie, des sujets très sérieux donc, sont aussi des faits sociaux, par exemple. D'ailleurs, la religion, l'économie, la politique ou la parenté, ça donne aussi lieu à des fêtes, donc avec les commémorations, les cérémonies, les rituels, les mariages et tout ça. Du coup, vu que les sciences s'intéressent depuis très longtemps à tous ces sujets sérieux, indirectement, elles s'intéressent aussi à la fête, alors que c'est considéré comme quelque chose de plutôt futile. Donc voyons comment les théories classiques des sciences humaines et sociales définissent la fête, parce que vous allez voir que c'est plutôt surprenant. Émile Durkheim, dans Les formes élémentaires de la vie religieuse, publié en 1912, observe que les sociétés semblent alterner entre deux temps. D'un côté, le quotidien, avec le travail, les obligations, la routine, les préoccupations matérielles, l'argent et tout, et de l'autre, des moments particuliers où les individus se rassemblent lors de cérémonies, de rituels ou de fêtes. Ces rassemblements produisent ce qu'il appelle une effervescence collective, donc les émotions vont être hyper intensifiées, les individus se sentent emportés par quelque chose qui les dépasse, et puis l'expérience vécue n'a plus grand chose à voir avec le cours ordinaire de l'existence. Donc selon cette définition, la fête c'est
opposé à la vie quotidienne. Quelques années plus tard, Marcel Mauss nous dit que la fête constitue une sorte de parenthèse dans la vie économique. C'est une période où on ne vit plus pour satisfaire ses nécessités matérielles et économiques et où on peut se laisser aller à des comportements différents d'habitude. En gros, l'économie n'est plus vraiment centrale dans la vie. Et Roger Caillois, dans L'Homme et le Sacré, publié en 1939, nous dit que la fête, c'est un moment exceptionnel où les règles ordinaires sont temporairement suspendues, donc où les hiérarchies peuvent être inversées, l'ordre social peut se retrouver inversé pendant un temps et tout ça. En gros, selon les classiques, la fête, ça ressemble à une parenthèse temporaire dans le fonctionnement normal de la société, une rupture du quotidien, un moment exceptionnel, quoi. Bon, même sans être expert des sciences humaines et sociales, je pense qu'on voit tous que ces définitions, elles ont clairement leurs limites avec nos fêtes modernes, ne serait-ce que sur l'idée d'économie. Parce que le truc, c'est que ces fêtes d'un autre temps dont on parle étaient très liées à la religion, au rythme agricole et à la vie communautaire. Or, depuis 2 siècles, dans nos sociétés occidentales, la pratique religieuse, elle recule, les campagnes, elles se vident, les communautés, les familles s'écartent géographiquement, vivent plus ensemble. On est de plus en plus individualiste, le travail prend une place toujours plus importante, et puis surtout, on vit dans un système qui valorise vachement l'efficacité, l'organisation, la rentabilité, où on fait rien pour rien, et puis où il faut surtout pas perdre son temps, et tout ça, c'est quand même vachement à l'encontre de l'esprit de lâcher prise, partage et gratuité qu'il y avait dans la notion de fête. Du coup, semblerait-il que ce qui faisait le terreau de la fête ne soit de toute façon plus là, et d'ailleurs, de nombreux chercheurs du siècle dernier étaient assez radicaux, et ils disaient que la fête disparaissait. Pour autant, les spectacles, fêtes urbaines, lieux festifs, festivals, tout ça, se développent plus que jamais. Dans les années 80-90, on a vu une explosion des rassemblements électro, festivals, marches des fiertés et tout ça dans tout le monde occidental. Et récemment, on a même vu les fêtes de village être revalorisées, alors que il y a quelques décennies, c'était vraiment un truc très mal vu et plutôt en cours de disparition. Donc en fait, on peut pas vraiment dire que la fête disparaît. Par contre, elle se transforme, ça c'est vrai. Et c'est là que les anthropologues contemporains vont prendre un petit peu de distance avec les théories classiques, parce qu'en fait, si on définit un phénomène récent, mais à partir de modèles anciens, oui, c'est sûr qu'on va voir ce qui se perd et puis on passe à côté de tout ce qui apparaît, et on voit pas que en réalité, les choses, elles ne disparaissent pas, mais en fait, elles se transforment. Valable pour tout un tas de trucs d'ailleurs, comme statement. Du coup, la fête, de nos jours, c'est tout un tas de réalités, donc qui va de la kermesse à la free party, de la fête des voisins au défilé du 14 juillet, de la fête des grands-mères à la fête de la musique, du pot de départ de Patricia à Halloween. Et oui, à première vue, c'est pas si simple de voir tout ce que ces situations ont en commun par rapport aux fêtes traditionnelles d'avant. Sauf que, en fait, dans tous les cas, ces fêtes, c'est ce qu'on peut appeler des ressources sociales, dans le sens où c'est des moments où on va rencontrer des gens, on va entretenir des relations, on va élargir notre réseau, on va construire aussi son identité, dans le sens où on va se présenter d'une certaine façon aux autres, et ça va participer à faire qui on est et tout ça. Et c'est évident à dire, mais la fête, c'est quand même très pratique pour fabriquer des relations sociales. Et ça peut même être un moyen de créer des systèmes de solidarité. On fait bien des fêtes de charité, par exemple. Et surtout, la fête, ça permet à ces liens qu'on fait de continuer d'exister. Parce que, en fait, une communauté, ça n'existe pas tout seul. On peut avoir tendance à imaginer qu'une communauté, c'est naturel, qu'en fait, on est membre d'un groupe ou d'une communauté parce que, je sais pas, on est né quelque part, ou qu'on partage une origine ou une histoire commune avec des gens. Sauf que, dans les faits, aucune identité collective n'est acquise une fois pour toutes. Une identité, ça doit être entretenu, réactivé, rejoué en permanence, parce qu'au fond, appartenir à une communauté, c'est surtout partager des émotions, des expériences, des références communes, des manières de parler, de faire, d'être et tout, et c'est ça qui crée un sentiment d'appartenance. Ce qui est commun, au-delà de l'origine par exemple, c'est l'expérience partagée, et ça passe notamment par célébrer les fêtes propres à notre culture commune, origine commune, etc. La fête, elle participe directement à produire la communauté, et c'est parce qu'on fait la fête ensemble qu'on peut continuer d'être un groupe. Et là, on voit bien qu'on commence à s'éloigner des théories classiques de Durkheim, Mauss ou Caillois, parce qu'on voit bien que la fête, c'est pas une parenthèse qui nous fait sortir temporairement de la société réelle. La fête, c'est pas l'absence d'ordre social et tout, et en réalité, c'est même l'inverse. Ce n'est pas un moment où la société, elle s'arrête, c'est un moment où, au contraire, elle se fabrique et où l'ordre social va se produire et va pouvoir s'exprimer, se montrer. Par contre, si c'était seulement ça, il suffirait de réunir des gens dans une pièce pour obtenir le même résultat.
Or, on est d'accord qu'une assemblée générale de copropriété ne provoque pas autant, on va dire, d'enthousiasme qu'un mariage, même si on a des super voisins. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans la fête? Qu'est-ce qui peut bien se passer exactement pendant une teuf que l'on ne retrouve pas dans nos autres rassemblements humains? Parce que dire que la fête, ça fabrique du collectif, ça explique pas tout. Il faut bien que quelque chose soude ce collectif. Et selon Philippe Steiner, qui est sociologue et professeur émérite à la Sorbonne Université, ce quelque chose porte un nom, la joie. Les humains ne sont pas uniquement, voire même pas du tout, des individus rationnels occupés à maximiser leurs intérêts personnels. Nous sommes aussi et avant tout des êtres sociaux qui cherchent à partager, vivre des émotions, vivre des expériences et éprouver de la joie les uns avec les autres. Or, la joie, ce n'est pas seulement une émotion individuelle, c'est aussi un phénomène social. Et oui, ça peut sembler très contre-intuitif avec tout ce que le développement personnel a voulu nous vendre, tant on nous répète qu'il faut être heureux seul, boire du matcha, faire des pompes à 5 h du matin en pensant à ses objectifs. Mais l'émotion qui naît lorsque plusieurs personnes dans un même espace vont chanter ensemble, danser, manger, rire, se rencontrer et tout, ça va dépasser l'émotion de chaque individu. La fête, ça génère une émotion collective qui s'appelle la joie, que plus tard on va vivre comme un truc individuel, mais qui de base naît du fait de vivre un moment agréable en groupe. C'est-à-dire que ça, la joie, ça ne naît pas à l'intérieur des individus, ça naît des connexions donc entre les individus. En fait, ce qu'un groupe génère, c'est toujours plus fort que la somme de ce que chacun ressent. Et donc là, on en revient un petit peu au début et à l'effervescence collective que Durkheim y décrivait. Typiquement, on l'expérimente ce truc, de pas vivre des émotions isolément. On est constamment influencé par les autres. Par exemple, un rire, ça en entraîne un autre. Une danse, ça attire d'autres danseurs. Enfin, on peut dire que le fun, c'est contagieux. Attention, Steiner ne dit pas qu'on peut pas être heureux seul et qu'on est forcément heureux si on fait la teuf. Il dit qu'une forme de bonheur, donc la joie, peut être spécifiquement collective, et c'est ce que la fête produit, et c'est pour ça qu'on fait la fête depuis toujours. Parce que la fête, c'est un mécanisme de fabrication de liens sociaux, la joie, c'est produit par les interactions sociales festives, donc nickel, ça roule, bien vu les humains. Cette joie, elle produit aussi des effets très concrets, parce que la fête, elle crée quelque chose d'à nouveau super important, qu'on peut imaginer comme non nécessaire, mais qui en vrai est vachement structurant dans la vie, c'est ce qu'on appelle les liens faibles. Les liens faibles, c'est quand on rencontre ou qu'on croise des gens qu'on connaît pas très bien ou pas du tout, donc les amis d'amis, les collègues, les voisins qu'on croise sans leur parler, la cousine du mec de ta meilleure pote, enfin toute une série de personnes qui font pas partie de nos cercles professionnels et tout, mais avec lesquelles on va se retrouver à partager un moment sympa, une conversation, un fou rire, un apéro et tout. Et oui, on peut faire des liens faibles ailleurs, mais dans la fête c'est quand même vachement facile et très courant. Et ces fameux liens faibles, ils jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement d'une société parce qu'ils connectent entre eux des groupes sociaux entiers qui, sans ça, seraient restés enfermés sur eux-mêmes. Et c'est grâce à ces liens faibles que vont circuler, par exemple, des informations auxquelles on n'aurait pas eu accès, des opportunités, des idées, des ressources, des sources, etc. Par exemple, on trouve plus souvent un emploi par l'intermédiaire de connaissances, donc de liens faibles comme ceci, que par ses proches. Justement parce que ces liens faibles, ils donnent accès et ils permettent de mettre en contact différents réseaux et en fait, ils connectent le monde ensemble. La fête, c'est l'une des meilleures machines qu'on a inventées pour fabriquer ce genre de liens. Parce que pendant quelques heures, des individus qui peut-être n'auraient jamais échangé se retrouvent dans un même espace à partager une expérience de joie commune. Et si ça vous paraît encore dérisoire, sachez que ces liens faibles ne sont pas qu'un bonus dans la vie. S'ils n'existent pas, les conséquences peuvent être très sérieuses parce que dans une société où les individus n'entretiennent que des liens forts, famille, amis très proches, conjoints uniquement, on se retrouve très vite dans un monde fragmenté avec plein de petits mondes à l'intérieur qui communiquent pas ou très peu entre eux et donc les informations ne circulent plus vraiment, les stéréotypes se durcissent et chacun se retrouve enfermé dans un entre-soi et oublie qu'il n'a accès qu'à une seule version et vision autocentrée du réel. Dans une société où on n'interagit qu'avec ses semblables, les opinions, les ressources, les modes de vie, etc. restent enfermés dans des cercles qui sont très homogènes à l'intérieur, mais très hétérogènes les uns vis-à-vis des autres, et c'est comme ça que naissent les phénomènes d'entre-soi, de méfiance vis-à-vis du monde, et tout ça, ça peut mener à la mort d'une civilisation. Perfect. Les liens faibles renforcent la cohésion de toute une société, réduisent les hostilités,
permettent les conditions nécessaires à l'existence d'une société complexe. Donc la fête participe littéralement à fabriquer la société. On peut même dire que c'est une situation sociale fondamentale, et c'est précisément là que ça devient intéressant, parce qu'on comprend alors que la fête c'est une ressource précieuse pour l'humanité, et on le sait, toute ressource peut rapidement devenir un enjeu de pouvoir. Et oui, car si les liens sociaux sont une ressource de pouvoir, alors les lieux où ces liens se fabriquent deviennent forcément des enjeux politiques. Qui contrôle ces espaces où se fabriquent les relations, la confiance et le sentiment d'appartenance? On entend souvent que la fête, c'est une sphère qui est en dehors du politique, comme si c'était simplement de la vie privée. Pourtant, dès qu'on regarde l'histoire, cette idée, elle ne tient plus. Prenons l'exemple des carnavals, qui pourrait être le sujet d'une vidéo complète d'ailleurs. Du Moyen-Âge à l'époque moderne, ils ont permis de mettre en scène des tensions sociales, de ridiculiser les puissants, de caricaturer les hiérarchies, et d'exprimer publiquement des critiques qui auraient été réprimées fortement le reste de l'année. Alors sous couvert de blagues, on pouvait balancer sur des autorités religieuses et féodale. Plus proche de nous, pour dire que la fête est politique, on peut prendre l'exemple des marches des fiertés, qui sont des événements festifs avec des fortes revendications politiques. Aussi, il y a quelques années, après les attentats du Bataclan, le slogan « Tous en terrasse » défendait politiquement la fête comme une valeur. Car en réalité, la fête, c'est aussi un espace d'affirmation, de revendication et de mise en place de certains ordres sociaux. On peut lui faire représenter un certain idéal social. Donc la fête est, en un sens, tout à fait politique. D'ailleurs, les pouvoirs le savent bien, parce que certaines fêtes sont nationales, d'autres sont financées, d'autres sont encouragées, et de l'autre côté, d'autres sont surveillées, voire interdites. Certaines fêtes relèvent du ministère de la Culture, et d'autres du ministère de l'Intérieur. Et si les gouvernements consacrent autant d'énergie à réglementer et encadrer certaines formes festives, c'est bien que ce n'est pas considéré comme un loisir privé et sans importance. Et en réalité, les pouvoirs politiques en place ont toujours eu une relation un peu ambivalente avec la fête, parce que d'un côté, elle crée de la cohésion sociale et un sentiment d'appartenance, donc c'est super, c'est très utile pour créer une unité nationale, une nation. Mais d'un autre, elle ouvre des espaces d'imprévisibilité, de contestation, d'organisation qui peuvent échapper au contrôle des autorités. Typiquement, comme on l'a dit tout à l'heure, en France au 19e siècle, les fêtes de village, elles étaient interdites sous prétexte que c'était de la sous-culture et que ça dépravait les gens, alors qu'aujourd'hui, elles sont à l'inverse encouragées, et en ligne de mire, ça va plutôt être les free parties ou certaines fêtes autogérées. Pendant la pandémie du Covid, on a vu apparaître une hiérarchie très nette entre les activités jugées essentielles des humains et celles qui l'étaient pas. Et typiquement, la fête, c'était pas une priorité. La bamboche, c'est terminé. C'était moins légitime de faire la fête que de travailler, consommer, se resserrer dans sa sphère familiale, on va dire. Et d'ailleurs, pendant le deuxième confinement, fêter Noël, c'était encouragé, c'était important et tout, bien que nous soyons dans un état laïque où tout le monde ne fête pas Noël, parce que Noël, c'est le summum de la consommation et de la fête familiale, tandis que les autres fêtes, type Nouvel An, étaient interdits et fortement réprimandés. Les mariages, c'était ok, mais sous des formes très strictes, etc. Et pourtant, même dans ce contexte, les gens ils ont continué à chercher des manières de faire la fête ensemble, comme l'a montré l'anthropologue Emmanuel Lallemand, et en fait le Covid il a surtout révélé une grande inventivité des individus pour pouvoir quand même faire la fête, donc c'est bien que c'est très important. Aux yeux du pouvoir, il y a une hiérarchie de valeurs dans le phénomène festif, avec certaines fêtes qui sont plus légitimes que d'autres, et parmi les fêtes pas légitimes, il y a une hiérarchie et une répression qui est plus ou moins sévère, donc les conséquences vont pas être les mêmes en cas d'organisation de free party ou en cas d'un karaoké à 50 dans ton jardin. Mais alors, pourquoi? Évidemment, la première justification avancée, c'est la sécurité. Parce que quand la fête est transgressive, quand elle est clandestine, elle risquerait de produire du chaos. Mais vous allez voir que ce chaos, il menace aussi l'ordre établi. Comme l'a écrit Emmanuel Lallemand, la stigmatisation de certains groupes sociaux de la part d'instances extérieures arrive précisément en raison du symbole que représente leur fête pour l'édification de valeurs communes. Alors oui, les nuisances sonores, consommation excessive, accidents ou agressions sont des problèmes réels qui peuvent être provoqués par la fête. Cependant, si on regarde les choses de plus près, les fêtes les plus encadrées qui soient connaissent aussi des violences, des mouvements de foule ou des comportements dangereux. D'ailleurs, un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines fêtes autogérées qui peuvent avoir tendance à être plus sûres parce que elles développent des dispositifs de prévention qui sont
plus efficace. On y trouve des formes de vigilance collective qui sont quand même assez efficaces parce que la sécurité, c'est pas juste mettre des flics et des barrières partout. La sécurité, c'est surtout des normes collectives, des formes de solidarité et de vigilance mutuelle qui, des fois, dans ces milieux, sont préexistants. C'est-à-dire, c'est des milieux, des fois, sensibilisés à ce genre de choses. Et puis, de toute façon, il serait vraiment trompeur de définir la fête quelle qu'elle soit, par ces débordements. Certes, on parle des fêtes populaires dans les médias et les autorités publiques en se focalisant souvent sur les exceptions choquantes, parce que de toute façon, sinon, il n'y a pas grand-chose à raconter. Parce que, en fait, la quasi-totalité des moments festifs sont en réalité extrêmement ordinaire. On mange, on discute, on danse, on écoute de la musique, on passe du temps ensemble, enfin c'est vraiment banal finalement. Et les violences, elles existent dans les milieux festifs comme dans plein d'autres, mais si on fait preuve d'honnêteté intellectuelle, si on veut parler d'un fait et le comprendre correctement, on peut pas se focaliser sur l'exception qui attire l'attention pour définir un phénomène global. Et puis petite parenthèse, est-ce qu'on peut vraiment dire que les débordements des fêtes sont dus à la fête en elle-même? Par exemple, récemment, quand on compare ce qu'il se passe après les matchs de foot versus après le concert d'Aya Nakamura à Paris, semble-t-il que le cadre festif ne soit pas le facteur qui génère les débordements. Par contre, on peut pas du tout nier que la fête peut tout autant rassembler que exclure. Certaines fêtes sont très ouvertes, d'autres extrêmement sélectives, voire élitistes, comme les rallyes bourgeois, qui servent avant tout à reproduire des réseaux sociaux ultra privilégiés. Car contrairement à ce qu'imaginaient les théories classiques, la fête n'inverse pas forcément l'ordre des choses, et elle peut même, finalement, reproduire les hiérarchies et les inégalités déjà existantes en les mettant même un peu en lumière. Alors au final, pourquoi la fête, elle est si sensible politiquement? Que cache réellement l'argument sécuritaire qui peut être employé par certaines formes de pouvoir si dans les faits, il tient pas réellement? Eh bien, c'est ici que les travaux d'Hannah Arendt sont à nouveau très éclairants. Dans Les origines du totalitarisme, elle explique que les régimes totalitaires y prospèrent notamment sur l'isolement des individus et la destruction des liens faibles, parce qu'une société composée d'individus séparés, méfiants et incapables de construire des liens avec leurs voisins se soumettent beaucoup plus facilement. C'est ce qu'on appelle de l'atonisation sociale, et c'est une condition essentiel pour la domination totalitaire. Or, la fête est précisément un dispositif qui produit des relations qui peut empêcher cette atonisation. Et cette idée, elle rejoint aussi les travaux plus récents de Robert Putnam dans Bowling Alone, qui montrent qu'aux États-Unis, l'affaiblissement des associations, des clubs, des pratiques collectives, des réseaux de sociabilité s'est accompagné d'une baisse de la confiance, d'une montée de la méfiance entre les gens, d'une perte de la valeur amitié, d'ailleurs, on en a parlé dans un format court que je vous mettrai en description, d'un affaiblissement du capital social, et c'est comme ça qu'on se retrouve gouverné par un vieux clown psychopathe cramé aux UV. Et oui, faire la fête est un dispositif qui fabrique du capital social et qui peut donc éviter ce genre de situation. Alors vous allez me répondre que pourtant, les régimes totalitaires ont au contraire toujours présenté des grands rassemblements, des grandes manifestations publiques. Et oui, en effet, les dictatures ont toujours beaucoup fait appel aux fêtes pour légitimer leur pouvoir, car ces régimes savent très bien que les émotions partagées et le sentiment d'appartenance sont fondamentale pour pouvoir faire société. Donc, c'est là qu'on en arrive à notre bascule finale. Le problème en soi, c'est pas la fête. Pour le pouvoir, le problème, c'est que notre vie sociale soit autonome et qu'il ne la contrôle pas. Typiquement, un régime totalitaire va réunir des millions de personnes, mais va détruire des associations, des tiers-lieux, des zones autonomes, des rassemblements étudiants, et tous les lieux non contrôlés par le pouvoir vont avoir tendance à être ultra répressifs envers les rassemblements spontanés. Parce que le but, c'est pas de supprimer la fête, c'est d'avoir le monopole de la production du collectif. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu qui se cache derrière l'interdiction des raves, des fêtes autogérées et de certaines fêtes populaires, parce que finalement c'est plus inquiétant que ce qu'on imagine, parce que ce sont souvent des lieux non conformes au pouvoir en place et qui font preuve d'auto-organisation, d'autogestion, qui ont leurs propres règles, leurs propres réseaux, peuvent démontrer des formes de coopération à part. Les raisons évoquées sont plus sécuritaires qu'autre chose, mais en sous-texte, probablement qu'un des vrais problèmes, c'est que ces événements échappent totalement au pouvoir en place et donc à un certain contrôle de la société. Donc c'est pas non plus anodin que certaines fêtes soient interdites, même si c'est pas forcément significatif. Ça reste un indice qui sent pas bon, quoi. Alors, la joie collective que produit la fête n'est pas qu'un moment agréable. La fête n'est pas importante parce qu'elle nous distrait. La fête, c'est aussi et surtout un moyen de renforcer nos liens, de créer de la confiance et de rendre possible la vie démocratique. Et ce, sans diffuser d'idées politiques, mais juste en produisant du lien,
des relations sociales, et ça peut protéger la démocratie. Alors faire la fête, c'est pas l'inverse de être sérieux. Par contre, c'est l'une des manières les plus anciennes et les plus efficaces qu'a trouvé l'espèce humaine pour parvenir à vivre ensemble. Depuis des millénaires, les humains se rassemblent pour manger, danser, chanter, rire, célébrer, commémorer ensemble. Depuis des milliers d'années, l'humain fait la fête pour créer de la joie, du collectif, de la confiance, de la solidarité. Car l'humain fait la fête non pas pour se distraire du monde, mais pour participer à le créer et à se relier tous ensemble à l'intérieur. Dans La Domination ou L'Art de la Résistance, James Scott montre que les fêtes informelles sont souvent des espaces où vont pouvoir circuler des critiques, des réflexions qui vont se nourrir entre elles, des savoirs qui vont s'entrecroiser, des solidarités qui vont se mettre en place, sans pour autant que tout ça ce soit des réunions politiques. Derrière les repas, les fêtes, les rassemblements, en réalité est permise l'émergence d'une parole collective, la construction d'un savoir partagé et d'un idéal commun qui échappe au contrôle des puissants et des dominants. Alors dans un monde où l'on passe de plus en plus de temps seul, où les amitiés s'effritent et on n'en prend plus beaucoup soin, où la méfiance progresse, où chacun reste dans son cercle, la fête apparaît sous un jour nouveau. Dans cette époque où tant de choses nous séparent, peut-être que nous avons besoin, plus que jamais, de faire la fête, pour réussir à non seulement être heureux, mais surtout parvenir à refaire société. Si la joie est sociale, la communauté produite par les rassemblements, si la confiance naît des interactions, si l'autoritarisme prospère sur l'isolement et si les espaces de sociabilité autonomes sont des ressources politiques, alors peut-être que la fête, c'est une valeur dont on doit prendre soin pour faire face à l'angoisse de nos mondes très instables.